Voilà donc quelques échos, vous l'avez donc compris, sur ce carbone avec donc Maximilien Rouher. Et donc c'est le moment de notre conclusion. Mais donc on va prendre le temps parce qu'avec grand plaisir, nous allons accueillir dans quelques instants le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, donc Julien Denormandie. Et puis donc est revenu avec nous Dominique Chargé, votre président. Et alors là c'est intéressant peut-être d'avoir tout de suite votre réaction, j'allais dire, diagnostic sur les témoignages, sur les constats, sur les initiatives. Bon, évidemment qu'on a fait ça de façon un peu globale parce qu'il y a beaucoup de questions de détails qui sont arrivées et très honnêtement, on ne va pas pouvoir forcément donc y répondre. Mais qu'est-ce que vous évoque, on va dire, cette matinée déjà qui a été dense avec les différents témoignages? Tout d'abord, si vous permettez, Denis, je voudrais situer un peu le niveau de réussite de notre exercice, puisque vous avez été plus de 1000 à vous connecter ce matin pour participer à notre conférence, et je vous en remercie et j'en éprouve une très grande satisfaction. Je vais vous remercier aussi, Denis, parce que cette animation a été bien conduite en respectant les timings, et je sais que ce n'est pas toujours simple, avec beaucoup, évidemment, de questions en suspens, et remercier bien sûr l'ensemble des intervenants, et en profiter pour saluer et remercier aussi le ministre Julien Denormandie qui nous a rejoints et qui va intervenir tout à l'heure. Moi, je pense qu'on avait demandé à faire un exercice qui trace la voie, qui donne toute la perspective, sans complaisance. Je pense que c'est ce qu'a très bien fait Jean-Marc Jancovici, dont on connaît le franc-parler et qui a planté le décor avec un peu de provocation, mais je pense que ça permet au moins de camper les choses et d'amener la réflexion et le questionnement. Évidemment, toutes les interventions qui ont été faites marquent les sujets à traiter, marque l'ampleur du sujet et le travail colossal qui est à construire, mais marque aussi, je tiens à le dire, les engagements, les initiatives qui sont d'ores et déjà prises, la prise de conscience qui est réalisée et dans laquelle s'engage aujourd'hui le secteur agricole et le secteur coopératif en particulier. Alors évidemment, tout ça va nourrir notre réflexion. Tout ça va nous permettre de construire des projets, des stratégies dans le concret et qui restent quand même en grande partie à faire. Mais ce qu'on a voulu faire dans l'exercice, finalement, et c'est ce que je retiens, c'est mettre en évidence l'ensemble des différents sujets, des différentes facettes qui sont à traiter. Et c'est pour ça qu'on appelle l'équation, une équation à plusieurs inconnus et à plusieurs paramètres qui mettent à la fois donc, en lumière tous les besoins qui sont à traiter. On a parlé évidemment d'innovation, de recherche, on a parlé de conduite du changement, d'expérimentation, de compétences, mais évidemment également de financement et de valorisation, parce qu'il y aura quand même un sujet central au milieu de tout ça, qui est la valorisation et les différents outils, paramètres de valorisation qu'on peut en tirer. Et puis après, il y a le fait aussi de mettre en lumière ce que nous sommes, ce que nous incarnons. Nous sommes des acteurs des territoires, ancrés sur les territoires, et nous travaillons sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, et c'est bien cette dimension qui aujourd'hui est importante à prendre en compte et à laquelle nous pouvons apporter aussi des solutions. Donc voilà, je pense que ce qui est fort à retenir, c'est que chacun des paramètres abordés, et beaucoup d'autres qui ne l'ont pas été et qui sont importants, doit être conduit en même temps, et chacun des paramètres pris isolément, et si l'un des paramètres manque, les conduites et les transitions ne pourront pas s'opérer. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. La clé du succès, c'est la mise en exergue dans un mouvement, j'allais dire, synchronisé de tous ces paramètres. Et puis le dernier point, je pense qu'on a tous compris, mais était-il utile de le faire? En tout cas, que c'est un changement majeur et en profondeur pour nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans lequel nous engageons. Mais c'est également un changement majeur pour l'ensemble de la société. Et en fait, ça a été dit, le chemin à parcourir est long. On doit apporter des réponses collectives, globales et cohérentes entre elles dans les différents secteurs, avec l'ensemble des différents secteurs d'activité et tous les paramètres qui sont à prendre en compte. Voilà. Alors on va évidemment aussi détailler, revenir sur différents mots qui ont été donc employés, mais on va le faire donc tout à l'heure aussi avec vous, et aussi avec Julien Denormandie, que l'on accueille vraiment avec beaucoup de plaisir. Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, et aussi ancien de AgroParisTech, je dis ça parce que le directeur donc, est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà, on vous entend. Peut-être qu'on ne vous entend pas, mais ça va, on va peut-être y arriver. Donc il y a eu évidemment... Ah, c'est bon, je prends la même. C'est bon, est-ce que vous nous entendez, Julien Denormandie?
Oui, c'est parfait. Voilà, donc nous vous saluons avec l'ensemble des coopérateurs aujourd'hui. Et donc, il y a évidemment quelques mots qui sont, qui vous tiennent à cœur. Par exemple, le mot innovation, le mot recherche. Ça a été une des tables rondes. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de dire dans ce domaine donc, agricole que vous connaissez bien? D'abord que, contrairement à certains messages qui sont véhiculés, l'innovation, elle est au centre de nos métiers de l'agriculture, de l'agroalimentaire. Et qu'on ne le dit pas suffisamment, mais en fait, le secteur du monde agricole est un secteur qui utilise et qui est profondément ancré dans l'innovation. Et c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui n'est pas dit ou qui n'est pas suffisamment reconnu. Faites le test notamment vis-à-vis des nouvelles générations qui souhaitent s'engager dans les métiers agricoles. Parfois, ils ne savent pas à quel point ce sont des métiers sources d'innovation et qui s'appuient sur l'innovation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, mais vous commencez à voir ce que je peux faire à la tête de ce ministère. Moi, je crois beaucoup en la science et je crois beaucoup en la raison. C'est peut-être mon côté ingénieur que vous évoquiez, mais je pense que dans le débat public, la raison, la science, parfois manque. Et dans le débat de tous les défis du monde agricole auxquels nous sommes confrontés, l'innovation, la raison, la science doit à chaque fois être remis au centre des décisions et au centre des actions. Et puis le troisième élément, c'est que on est face, et vous l'avez rappelé dans les dernières tables rondes, alors j'ai assisté que à la dernière, mais c'en était caractéristique, on est face à des transitions dans le monde agricole qui sont incroyablement fortes. Et face à ces transitions, il faut absolument que l'innovation et la recherche concourent à nous aider à trouver les solutions. Parfois parce qu'on a des impasses. On l'a vécu encore cette année, par exemple, avec le fameux dossier des néonicotinoïdes. On sait à quel point l'innovation et la recherche doit nous permettre, à terme, de trouver un certain nombre de solutions. Parfois sur des défis qui sont encore plus structurels. Moi, je pense profondément à la question de l'eau, qui est la mère des batailles. On ne fera jamais d'agriculture sans repenser nos systèmes hydrauliques à l'échelle du pays. Et évidemment, l'innovation, la recherche a son mot à dire. Et parfois, c'est d'ailleurs des débats qui sont compliqués. Vous avez vu ma prise de position sur les NBT, par exemple, où on sait que ça peut être des moyens de solution vis-à-vis du stress hydrique auquel nous sommes confrontés. À nous de montrer en quoi c'est une science avec conscience que nous cherchons, c'est une innovation au bénéfice de l'homme que nous recherchons, mais il faut aussi avoir le courage de cette innovation. Et puis, le dernier élément, c'est que l'innovation et la recherche, c'est aussi un fer de lance de notre secteur et de notre savoir-faire. On ne le dit pas suffisamment, mais quand vous voyez la puissance agronomique de la France sur le sujet des semences, vous dites qu'il faut absolument être à la pointe de l'innovation dedans. Quand vous voyez la puissance de la France en termes de la recherche et de l'innovation sur le matériel d'agroéquipement, vous dites là aussi, il faut qu'on soit à la pointe de l'innovation. Vous l'aurez peut-être noté, d'ailleurs, dans le plan de relance, d'un côté, on a mis beaucoup d'argent. Et je salue tout le travail qu'on a pu faire avec la coopération agricole, et en saluant le président chargé et par son truchement toutes les équipes, avec les régions, en saluant la présidente Delga et par son truchement tous les élus locaux. Vous avez pu voir à quel point on a mis beaucoup de force pour dire il faut qu'on finance la modernisation, l'innovation grâce à l'agroéquipement. On a mis 215 millions d'euros dessus, qui a incroyablement bien marché. Et en même temps, on a mis une somme réservée à la recherche dans les agroéquipements. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours être cette source d'innovation et toujours penser avec un coup d'avance. Bref, moi, vous l'aurez compris, je suis un fervent défenseur de l'innovation dans les métiers agricole et agroalimentaire parce que c'est une réalité, elle existe déjà. À nous de la renforcer. On est d'ailleurs convenu avec mon collègue Cédrico en charge du numérique de lancer toute une feuille de route sur l'apport du numérique et de l'innovation dans la filière agricole et agroalimentaire. Et mes collègues de Bercy et notamment Thomas Courbe que vous avez invité, avec qui on se connaît depuis longtemps et dont je salue le travail, je peux vous dire que on fait ce travail de concert pour porter l'innovation
fortement dans ce monde agricole. Un dernier mot en disant qu'on a en plus des instituts publics et techniques qui sont là aussi reconnus à l'international, et donc il nous faut vraiment positionner tous ces instituts en fonction des priorités qu'on donne. C'est tout l'enjeu, par exemple, du prochain plan d'action de l'INRAE que nous venons de finaliser. C'est tout l'enjeu de beaucoup de discussions qu'on a au sein des moyens de financement, j'y reviens pas, mais tel le CASDAR et autres, avec les instituts techniques. C'est tout l'enjeu des moyens qu'on met dans le plan Ecophyto, par exemple. C'est tout l'enjeu de la divulgation, de la diffusion de ces innovations ensuite, par exemple les fermes défis. Tant d'autres exemples sur lesquels on pourrait revenir, mais vraiment, moi, mon message, c'est oui, l'innovation dans le secteur agricole, aujourd'hui et encore plus demain. Alors, on souhaite justement que le plan Ecophyto, là, ça puisse déboucher un petit peu plus, parce que le premier, ça n'avait pas été forcément extraordinaire, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu la réalité. Donc, ce que l'on entend drôlement bien, c'est que, et on l'a très bien vu, on est à la fois sur du local et aussi sur l'international. C'est-à-dire que ça peut très bien être aussi bien les semences paysannes que les semences, effectivement, aujourd'hui, qui sont davantage scientifiques. Donc, c'est tout ça, en fait, qui est là. Je vais revenir, bien sûr, vers vous, Julien de Normandie, mais les conditions de réussite aujourd'hui, Dominique Chargé, qu'est-ce que c'est ? Moi, comme priorité numéro 1, et nous en parlons souvent avec le ministre, c'est pour nous de ne pas dissocier, de vraiment allier ce que sont aujourd'hui la nécessité dans la conduite et la réalisation de ces transitions et la compétitivité de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, qui sont en fait les clés du défi de la souveraineté alimentaire qui a été érigé au rang de priorité nationale par le président de la République. En fait, la compétitivité, pourquoi j'insiste, c'est un mot qui n'a peut-être pas été employé ce matin, mais c'est évidemment un facteur clé de succès. Pourquoi ? Parce que c'est le moyen indispensable pour nous, d'abord de satisfaire la rémunération de nos adhérents, une rémunération à hauteur de ce qu'ils attendent de leur travail, évidemment, et puis d'assurer nos investissements de maintenance et de renouvellement, mais aussi les investissements d'innovation, de recherche et de développement qui vont être nécessaires justement pour parvenir à mettre en œuvre ces transitions. Et pour parvenir à ce défi de la compétitivité, il y a deux grands sujets majeurs dont on parle aussi beaucoup. C'est celui d'abord de répondre aux attentes des marchés, aux attentes des consommateurs, aux attentes des citoyens. Je dis bien de tous les marchés, et celui aussi de réduire les distorsions de concurrence que nous pouvons avoir à l'échelle européenne ou à l'échelle internationale, ou en tout cas quand elles existent et qu'elles sont avérées parce qu'elles sont choisies pour des raisons, des raisons que la France a mis en avant, a choisi, eh bien qu'elles soient compensées pour que les handicaps de compétitivité que nous pourrions avoir soient gommés et nous permettent de rester compétitifs sur nos métiers. Et c'est comme ça qu'on arrivera à relever ce défi de la conduite des transitions sur le long terme, sur la pérennité finalement de notre action et de notre activité sur les territoires, de l'emploi sur les territoires, parce que nous sommes des gros employeurs sur les territoires, que nous sommes liés à ces territoires, à la vitalité de ces territoires, et à restaurer nos capacités d'investissement productif pour relever ce défi de la souveraineté et de la restauration de la souveraineté alimentaire. Quand vous dites tous les marchés, moi je ne comprends pas très bien pourquoi. Parfois je prends on va dire du blé dur pour les pâtes qui vient du Canada. En fruits et légumes, c'est quand même pas toujours forcément génial alors qu'on a des produits qui sont de qualité. Lorsque l'on voit des poulets dans les plats préparés, ça vient de je ne sais pas d'où. Donc c'est tout ça qu'il faut essayer de reconquérir. Mon premier sujet, quand on parle effectivement de tous les marchés, c'est celui d'abord de reconquérir les marchés intérieurs sur lesquels aujourd'hui nous avons perdu du terrain et nous importons. Vous avez cité les poulets, effectivement 40% des poulets que nous consommons, notamment en restauration hors domicile et dans les plats préparés, sont des poulets importés. Il y a également les fruits et légumes pour lesquels nous importons pratiquement 50% de ce que nous consommons. La filière d'ailleurs tomate est emblématique à ce sujet-là. Mais c'est aussi la capacité, je pense, à pouvoir servir des marchés internationaux parce qu'il y a un enjeu aussi sur les échanges au moins intracommunautaires en matière de restauration de la souveraineté. Et puis parce que nous en sommes fiers, les produits français, par l'excellence qualitative, sanitaire de l'organisation de nos filières, mais également par, j'allais dire, l'excellence gastronomique qu'ils recèlent, sont plébiscités à l'international. Et je disais un peu pour la boutade, mais c'est important de le noter, qu'on gagne parfois plus d'argent à exporter un produit vers la Chine que nous ne pouvons en gagner avec un client distributeur français. Donc c'est aussi un sujet qu'il faudra traiter. Alors, un autre sujet qui est extrêmement important, Julien de Normandie, je sais qu'il vous est cher, enfin il est cher à tout le monde, c'est la gestion des risques. Alors ça, parlons
parlons-en, parce que donc, les agriculteurs, on le sait, donc, sont les premiers impactés. Je débutais donc cette séquence en disant que l'eau va être la star de demain, autrement dit avec le trop d'un côté et le pas assez de l'autre. Il va y avoir des conflits d'usage, il va y avoir tout ça. Et donc, comment on peut aider avec le secteur assurantiel aujourd'hui donc les agriculteurs? Alors c'est une question qui est essentielle, je vais y répondre et puis qui plus est, j'y suis extrêmement attaché. Je voudrais juste rebondir d'abord, si vous me le permettez, sur les propos de Dominique Chargé, parce que mais on en parle beaucoup avec Dominique et je crois, en tout cas j'espère que la vision que je porte à la tête de ce ministère est très claire là aussi. Moi j'ai une vision pour l'agriculture française, c'est la question de la souveraineté. Je pense qu'il n'y a pas de nation forte sans une agriculture forte et qu'il nous faut assurer cette souveraineté agricole parce que depuis toujours, vous regardez toutes les civilisations, toutes les nations par le passé, hier comme aujourd'hui, il n'y a jamais une nation forte sans agriculture forte. Bon. Une fois qu'on a dit ça, notre agriculture, comme d'autres secteurs, mais notre agriculture, elle fait face à des transitions, notamment la transition agroécologique. Ce qui est sûr, c'est qu'une transition, ça a un coût. Et qu'une transition, elle sera d'autant plus rapide qu'elle sera créatrice de valeur. Et pas uniquement créatrice de valeur pour l'environnement, créatrice de valeur aussi pour le monde agricole. Et c'est ça tout le défi. Et c'est ça peut-être le chemin qu'on a raté d'ailleurs il y a une quinzaine d'années. On devrait au final être les plus offensifs sur ces sujets, en disant « mais nous, toutes ces transitions, on sait les faire ». D'ailleurs, elles sont ancrées dans notre ADN. Vous connaissez ma fameuse phrase de dire que les agriculteurs étaient écologistes avant que les écologistes ne deviennent écolos. Et je le pense profondément, puisqu'on vit de l'environnement et qu'on chérit le sol. Mais par contre, là, on a raté un tournant, c'est que ce qui doit être remis au centre de tous les débats, c'est la question de création de valeur. Ce dont on ne parle pas suffisamment, et parfois c'est considéré par certains comme un gros mot, alors que pour moi c'est un mot essentiel, c'est la question de compte de résultat. Les agriculteurs, la coopération, vous êtes des entrepreneurs. Ces fameux entrepreneurs du vivant qui nourrissent le peuple français. Donc il faut tout remettre sur la création de valeur. Julien Normandie, qui capte la valeur aujourd'hui, c'est ça aussi. Alors j'y viens, et c'est justement cette création de valeur. Il y a deux choses. Un, il faut la créer. On pourra revenir dans le détail. Moi, je crois profondément au rôle des filières pour faire cette création de valeur. Et deux, tous ceux qu'on est en train de vivre et revivre, et on était encore, Dominique Chargé pour en témoigner hier au comité de suivi des relations commerciales, de la guerre des prix, et un système qui détruit de la valeur. Et pourquoi c'est un système qui détruit de la valeur? Parce que aujourd'hui, Dominique Chargé l'a très bien dit, le seul moyen de créer plus de valeur dans notre système agroalimentaire, c'est la qualité. Pourquoi? Parce que la compétitivité coût, c'est-à-dire le temps de travail, le monde agricole travaille déjà 55 heures par semaine, des charges sociales, notre statut fait que c'est pas le sujet des charges sociales. Les impôts locaux, il s'avère qu'on ne paye pas d'impôts locaux de production. Donc, c'est pas des compétitivités coûts, sauf à se dire que le modèle agricole, c'est une ferme avec des milliers de truies ou des milliers de vaches, comme on peut les voir à l'international. Mais c'est pas ça notre spécificité, c'est pas ça notre modèle, c'est pas ça que souhaite le consommateur. Donc la seule compétitivité, la vraie compétitivité, c'est une compétitivité hors coût, qui est une compétitivité de qualité, et qui fait, comme le disait Dominique Chargé, d'ailleurs, que nos produits sont plébiscités à l'international. Et cette compétitivité hors coût fondée sur la qualité, elle vient être détruite par ce jeu de dupes et cette mascarade qui, année après année, conduit à faire la guerre des prix. Et c'est ça qui détruit ou qui empêche de faire cette création de valeur aussi. Pas que, parce qu'il y a toute la création de valeur au sein des filières, et j'insiste dessus, et on sait à quel point c'est un défi pour beaucoup, beaucoup de filières. Mais il faut avancer sur les deux volets, la créer au sein des filières et mieux la répartir en arrêtant ce jeu néfaste pour tout le monde qui est la guerre des prix. Et sur ce sujet-là, là, vous avez vu mon positionnement d'une totale fermeté, on démultiplie les contrôles tous azimuts avec la DGCCRF et on les démultiplie, et j'ai un discours, Dominique Chargé pour en témoigner, d'une immense fermeté vis-à-vis de tous les acteurs, grande distribution ou industrielle, mais
Tout le monde doit se regarder en face. Et puis, deuxièmement, il faut sortir à terme de ce jeu de dupes. Et c'est toutes les propositions qu'on est en train de faire avec Serge Papin. Ça, c'est pour moi le point fondamental de la création de valeur. Il faut jamais l'oublier. Le monde agricole est un monde d'entrepreneurs. Le compte des résultats est très essentiel. La transition, quelle qu'elle soit, ira d'autant plus vite qu'on crée de la valeur. Le deuxième sujet qui a été évoqué à l'instant, le deuxième sujet, c'est la question de la distorsion de concurrence. On crée de la valeur, mais on doit aussi se protéger. Et distorsion de concurrence, aujourd'hui, le drame, c'est qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un concombre qu'à notre concombre, et qu'on a parfois une injonction paradoxale du consommateur qui dit « moi, je veux plus de transition, mais devant les deux concombres, j'achète pas le concombre qui est issu de la transition. Donc, je vais acheter un concombre importé plutôt qu'un concombre issu de la transition agroécologique française. » Bon, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, il faut faire converger au niveau européen. Je ne reviens pas dans le détail, mais je considère que c'est une énorme avancée ce qu'on a réussi à obtenir sur l'éco-régime, qui est obligatoire pour tous. Et on va continuer en ce sens et vous pouvez compter sur moi. Et le deuxième sujet, et je réponds ce faisant à la question que vous avez posée à Thomas Courbe tout à l'heure, qui gentiment a renvoyé la réponse sur moi, c'est la question de distorsion de concurrence au niveau international. Aujourd'hui, on est dans un système hypocrite qui a sa quintessence dans différents secteurs. Par exemple, le soja brésilien. Quand vous importez du soja brésilien, vous importez de la déforestation, vous importez de la biodiversité dégradée, vous importez des pratiques culturelles qui ne sont pas acceptées chez nous. Mais l'Europe ne peut pas se protéger. Pourquoi elle ne peut pas se protéger? Parce que les règles européennes et de l'OMC disent vous pouvez vous protéger que si le produit que vous importez vous impacte sur votre territoire, votre consommateur ou l'environnement sur votre territoire. Mais quelle hypocrisie! L'environnement n'a pas de frontières. La pratique culturelle et ses conséquences n'ont pas de frontières. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle les clauses miroirs. Et ces clauses miroirs, il faut les pousser très fort. Moi, je compte en faire une priorité absolue de la présidence française quand je l'aurai au niveau européen en 1er janvier 2022. Ça va prendre du temps, mais il faut changer les esprits là-dessus, il faut bouger les lignes rouges là-dessus. Et donc, il faut converger au niveau européen et mettre en place ces clauses miroirs au niveau international. Je ne vous lance pas, Julien de Normandie, sur le Mercosur et sur le CETA, parce que là, on ne va pas avoir le temps. En revanche, je reviens sur la gestion des risques. La gestion des risques aussi, et donc le côté assurantiel qui est derrière. Parce que là, beaucoup se disent, OK, je veux bien passer, je veux bien transiter, je veux bien faire une transition, on va dire, écologique, etc., agroécologie. Mais je mets le portefeuille sur la table, et si jamais ça ne va pas, comment je fais? Est-ce que là, peut y avoir donc des évolutions avec le risque assurantiel? Oui, moi je pense qu'il y a 3 échelles. La première échelle, parce que c'est toujours ça dans la gestion de l'eau, c'est d'abord la prévention, évidemment. Mais il ne faut pas l'oublier, parce que le risque assurantiel n'enlève en rien la prévention. Et donc le premier sujet, c'est la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est tout le rôle que la coopération peut faire vis-à-vis des coopérateurs sur les pratiques, sur l'appui au système d'irrigation, sur l'organisation collective. Moi, mon rôle, c'est d'appuyer tout cela. Et c'est pour ça que dans le plan de relance, on a une ligne de 100 millions d'euros dédiée à la prévention pour financer qui du matériel d'irrigation, qui de la retenue individuelle, mais également des retenues collectives qu'on finance au titre de ce plan de relance. Donc, premier point, la prévention, c'est essentiel et le plan de relance doit nous permettre de mieux prévenir. Cette prévention, c'est beaucoup aussi, encore une fois, d'accompagnement, de pratique. Et là, c'est le rôle du collectif que vous représentez qui est essentiel. Le deuxième volet, c'est qu'au-delà de la prévention, il faut effectivement améliorer le risque assurantiel. Alors, le risque assurantiel, on a 2 sujets devant nous. On a un premier sujet qui est le régime des calamités agricoles. Ce régime, je le dis clairement, il ne marche plus. On l'a vécu là ces derniers mois, ces dernières semaines, sur la gestion de la sécheresse de l'été dernier. Le système, il est devenu ubuesque. Et vous connaissez mon volontarisme, c'est pas faute d'essayer de faire en sorte que ce régime soit mieux en application avec la réalité du terrain, mais le régime tel qu'il est, il ne répond plus à une certaine réalité du terrain. Donc je le dis clairement, il faut qu'on revoie ce régime des calamités agricoles. Des régimes qui sont fondés par exemple sur la pousse et pas sur la valeur in fine nutritive du foin, et c'est pas conforme aux réalités de terrain. Mais ça nécessite de changer des choses. Donc ça, je suis très clair dessus. Après, au-delà du calamité agricole, il y a le sujet assurantiel, multirisque climatique. Là, le sujet est très compliqué.
On a beaucoup de travaux pour chercher la martingale, comme on dit, là-dessus. Je peux vous dire que beaucoup de personnes travaillent sur le sujet et il est très compliqué parce qu'on voit aujourd'hui que c'est un risque sur lequel les assureurs sont de moins en moins enclins à le couvrir parce qu'ils ont un ratio sinistre sur assurance qui est tel que en fait ça leur coûte de l'argent quel que soit en fait le modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on a à peu près 30% d'assurés. Les projections font que même si on monte à 100% d'assurés, en réalité le système il n'arrive pas à être pérennisé. Et donc on a des vraies questions de savoir comment on appuie ce système multirisque climatique. Est-ce que ça doit être au travers de la politique agricole commune? Est-ce que ça doit être au travers des dispositifs nationaux? C'est évidemment de gros enjeux financiers qui sont derrière. Et ça, on est en train de travailler. Notamment, on a confié à un parlementaire, Frédéric Descrozaille, une mission pour pouvoir finaliser les discussions avec toutes les parties prenantes sur ce sujet. Donc, mon deuxième point, c'est il faut revoir calamité agricole et il faut qu'on arrive à trouver la martingale sur multirisque climatique, sachant que calamité agricole est devenue ubuesque, il faut vraiment y aller, c'est à notre main. Multirisque climatique, c'est sacrément compliqué, mais c'est précisément parce que c'est compliqué qu'il faut y travailler avec beaucoup de détermination. Et puis, pour moi, j'ai un troisième volet sur l'eau, et j'insiste dessus. Le troisième volet, c'est qu'il faut avoir à nouveau une pensée sur l'eau, une pensée agricole sur l'eau. C'est pour moi la base. Trop souvent, le sujet de l'eau, on l'a mis sous le tapis parce que trop compliqué, parce qu'on s'est perdu dans d'autres sujets moins importants que le sujet de l'eau. Parce que aussi, on a toute l'histoire de notre pays avec l'eau, avec parfois des conflits, avec un pays qui a été endeuillé sur ces sujets de l'eau. Parce qu'on a de la récupération politique sur l'eau. Quand vous voyez des leaders politiques qui vont manifester sur le projet des bassins des Deux-Sèvres, alors que c'est un projet qui a été très bien pensé, avec de la concertation, qui vise à récolter de l'eau une fois que toutes les nappes phréatiques sont saturées en eau. Donc exactement le cas qu'on a vécu ces dernières semaines. Donc il n'a pas d'impact sur, y compris à l'échelle du bassin versant et de l'étiage. Vous l'avez très bien dit, Julien de Normandie, qu'elles ne soient pas saturées. À condition qu'elles soient saturées, effectivement. Voilà. Si elles sont saturées, là, on peut en prendre. Oui, mais pas... Oui. Mais si elles ne sont pas saturées, il ne faut pas les prendre, quoi. Exactement, mais vous voyez ce débat sur l'eau, en fait, il faut le prendre avec beaucoup de courage politique, mais avec une certaine sérénité. Depuis que l'homme est sédentaire, le conflit d'usage de l'eau existe. Alors après, on n'avait pas eu suffisamment parfois de courage politique. Le fameux décret sur le débit d'usage d'eau, enfin il va sortir. Ça fait des années, mais des années qu'on l'attend. Et ça veut dire qu'en fait, on disait aux personnes, faites la concertation, mais on ne vous donne pas suffisamment les règles du jeu. Ça ne peut pas marcher. Donc, il fallait avoir le courage politique de le sortir. Il est en train d'être finalisé, il est en consultation là. Ou sur le point d'être. Enfin bon, bref, ça y est, on va atterrir sur ce sujet. Mais encore plus, ça c'est sur le court terme. Et le court terme est essentiel. Vous voyez, je vous ai dit, le plan de relance, y compris sur les retenues individuelles ou collectives, et sur le volet assurantiel. Mais sur le long terme, il faut que le monde agricole, et notamment ce ministère, se repositionne sur la pensée de l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que c'est un sujet difficile, on sait qu'il faut de la concertation, on sait qu'il y a des cas où il n'y a pas d'opposition environnement et agriculture. Quand les nappes sont saturées, il n'y a plus d'opposition. Mais à nous de porter le débat comme cela, toujours dans la concertation. Mais après, on a aussi un aménagement de notre territoire qui, c'est frappant, s'est arrêté et n'a pas évolué avec le changement climatique. L'aménagement hydrique de notre territoire, il a été pensé irrigation et agriculture sur le sud de la France. C'est pour ça que vous avez créé la Société du Canal de Provence, BRL, etc., etc. Mais l'aménagement des bassins versants au-dessus, pour schématiser, c'est pas exactement vrai, mais pour schématiser, au-dessus de la Loire, n'a pas été pensé dans un système de stress hydrique lié au changement climatique sur nos cultures. Le bassin versant de la Seine, par exemple, il a été imaginé pour éviter que demain Paris ne retrouve les grandes crues du début du XXe siècle, parfois même en se disant la solution c'est d'inonder des terres qui aujourd'hui sont des terres agricoles. Et donc, cette pensée-là, il faut la retrouver, y compris sur le long terme. Il faut avoir le courage politique du court terme et repositionner la pensée de l'eau sur le long terme au sein d'un aménagement hydrique de notre territoire. Encore une fois, toujours avec la concertation, avec la prise en compte de tous les usages de l'eau, avec le courage qu'il faudra pour avancer sur ces sujets, mais je crois que c'est très important.
Donc on peut saluer aussi donc, le travail qui est effectué par les 6 agences de l'eau qui ont dû être créées en 1964, me semble-t-il, sur l'ensemble du territoire et qui d'ailleurs se réorientent aussi sur la biodiversité, donc de faire avec la nature. Je ne vais pas vous relancer sur la gestion des risques parce que, bon, gérer la consommation, stockage de l'eau, amélioration de la génétique, produire des espèces plus résistantes à la sécheresse, c'est un petit peu votre discours. Parce qu'effectivement, je souhaiterais qu'on avance, Dominique Chargé. Lorsque l'on parle on parle très souvent de compétition, de transition. Ça, on va le dire, c'est le discours dominant dans l'ensemble de la société et de très nombreuses entreprises. En quoi le modèle coopératif, lui, apporte un plus ? Je vais y venir tout de suite, mais je vais faire comme le ministre. Je vais juste rebondir deux secondes sur ses propos et soutenir tout ce qu'il a dit, évidemment, en matière de gestion des risques et bien sûr marquer notre engagement aujourd'hui dans le volet de la prévention des risques, comme vous l'avez mis en évidence, et de dire que pour nous, il y a un sujet essentiel qui est celui d'améliorer la résilience finalement, la résilience de nos exploitations, la résilience de nos coopératives, la résilience de nos filières. Il a parlé de l'eau, moi je pourrais aussi parler de l'adaptation de nos modèles de bâtiments d'élevage pour une meilleure résistance à la chaleur l'été pour les animaux. Je pense qu'il faut aussi parler de la protection contre la grêle, qui est un autre effet du changement climatique, et qu'on a sur l'ensemble de nos filières aussi, sans doute, à repenser un certain nombre d'écosystèmes, ou en tout cas de structures de production, de rotation, d'assolement, d'espèces sur les terres, pour cultiver, pour avoir une meilleure résistance au changement climatique aujourd'hui, et que ça fait vraiment, donc c'est pour nous... Dominique, la diversité, c'est la clé de la résilience. Hein, donc oui, exactement, la polyvalence, la diversité sont une des clés de la résilience, et donc on a ce travail de prévention, ce travail d'accompagnement à faire aujourd'hui avec les adhérents des coopératives. Et pour en venir à la question que vous me posez, qui est celle de ce que peuvent apporter aujourd'hui les coopératives. Pour moi, il y a trois fondamentaux qui sont des fondamentaux coopératifs que je voudrais rappeler et qui sont sans doute un peu les éléments de la réponse. Le premier, c'est que les coopératives sont des outils qui appartiennent aux agriculteurs, qui sont ancrés sur les territoires, qui sont au service de ces agriculteurs et qui sont, comme on dit, ils ne sont pas délocalisables. Ils ne sont pas délocalisables, donc ils ne sont pas sensibles à la volatilité des marchés financiers et à une certaine forme de capitalisme sauvage. Le deuxième, c'est que nous intervenons sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, de la fourche à la fourchette, et que nous pouvons traiter le sujet dans sa globalité. Et le troisième, c'est que les coopératives sont transgénérationnelles. J'ai une phrase qui résume un peu ça, que j'utilise de temps en temps, qui est de dire que la coopérative, nous l'avons héritée de nos parents et nous l'avons empruntée à nos enfants. Et en cela, nous avons le devoir de l'adapter et d'être sensible au renouvellement des générations. Nous devons adapter et donc nous devons conduire ces transitions dans la durée parce que c'est juste la condition de notre pérennité et de la pérennité de l'activité agricole et agroalimentaire sur nos territoires. Un point qui est aussi extrêmement important, Dominique Chargé, c'est ce qui va se passer demain. Je veux dire que jusqu'à présent, vous avez eu une espèce de modèle donc, assez unique. Et pour répondre maintenant aux enjeux de demain, il va falloir quand même là aussi déspécialiser un petit peu les choses. Il va falloir individualiser les solutions. Je crois que c'est là aussi une réponse finalement à ce qu'on disait à l'instant, de la résilience de nos modèles de production. On a deux partis pris dans la façon de conduire aujourd'hui ces transitions et l'accompagnement auprès de nos adhérents. C'est d'abord d'avoir une approche globale, transversale, sur toute la chaîne alimentaire parce que c'est ce que nous incarnons, et d'avoir une approche globale aussi au niveau de l'exploitation de nos agriculteurs, ce qui nous conduit, ça peut paraître antinomique, mais à avoir une solution qui est de plus en plus individualisée à chacune des situations d'exploitation qu'on peut rencontrer. Alors bien sûr, ça n'exclut pas les apports qui peuvent être faits par filière et par production, parce qu'on a besoin aussi des progrès qui seront faits pour répondre à toutes ces transitions dans les filières et dans les productions. Mais aujourd'hui, un sujet aussi complexe que celui que nous avons à traiter doit remettre finalement en exergue tout l'écosystème qui constitue une exploitation, depuis son agronomie, son système pédoclimatique, son environnement, les choix sociaux qui sont faits sur l'exploitation, l'économie, le territoire, bref, tout ce qui concerne l'écosystème d'une exploitation. Je vais juste prendre un exemple. Quand on introduit, par exemple, aujourd'hui les légumineuses dans les rotations, que ce soit d'ailleurs dans les grandes cultures ou que ce soit en élevage, en production fourragère, mais en fait, on répond à l'ensemble
des sujets qu'on doit mettre aujourd'hui en évidence pour répondre aux enjeux et aux défis climatiques et aux transitions qu'on a à conduire. On n'a pas besoin de mettre d'azote parce que ce sont des plantes qui captent l'azote. Elles répondent à une meilleure autonomie en termes de bilan fourrager et donc elles évitent de l'importation éventuellement déforestée, ce qui est quand même un vrai sujet. Elles répondent aussi, quand on prend les légumineuses pour la consommation humaine, à une augmentation des attentes des consommateurs. Donc on répond aussi à un enjeu de marché. Et un des points clés en ce qui nous concerne, et qu'il faut là aussi bien remettre en perspective, c'est que nous devons le faire, nous devons conduire ces transitions, nous devons accompagner les agriculteurs tout en étant conscients de ce que sont les réalités économiques et sociales de nos métiers, mais également en répondant aux attentes des marchés, en étant toujours focalisés sur des réponses aux attentes des marchés, que ce soit consommateurs ou aux attentes des citoyens sur les sujets que nous avons à traiter. Donc tout ça nous amène de plus en plus à avoir une réponse segmentée, individualisée à chacune des exploitations. Et j'ai envie de dire, l'enjeu des transitions, c'est peut-être d'avoir 400 000 situations particulières à régler en France, c'est-à-dire autant qu'il y a d'exploitations, parce que finalement, aucune des exploitations ne va se trouver dans un écosystème identique à sa voisine. Et en fait, c'est complètement le cheminement inverse de ce que nous avons fait sur les 40 ou 50 dernières années, où nous avons standardisé les modèles et les itinéraires techniques. Et aujourd'hui, on va faire le chemin inverse, ce qui veut dire qu'on a énormément besoin, bien sûr, de la science, de la recherche, de l'innovation, telle que l'a mis en évidence Julien de Normandie. Et je ne vais pas faire plus long parce qu'il l'a très bien dit. On a besoin de cette recherche, on a besoin de ces innovations. Et on a aussi besoin de faire évoluer nos compétences. Les compétences des agriculteurs, c'est une évidence, mais aussi les compétences des conseillers, de l'accompagnement qu'on va avoir à apporter aux agriculteurs. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu mettre derrière notre signature, la coopération agricole, parce que nous construisons aujourd'hui en commun l'avenir de chacun. Et donc c'est une forme de repersonnalisation de la réponse collective. Alors, je ne vais pas dire que faire et défaire, c'est toujours faire quelque chose, mais bon, c'est vrai qu'on reprend parfois effectivement des anciens modèles, mais avec une économie qui est différente aujourd'hui. Julien de Normandie, donc évidemment, maintenant parlons quand même de l'agriculture vers une économie décarbonée. Jean-Marc Jancovici, tout à l'heure, donc, nous a fait le tableau. En gros, si on prend l'amont, l'aval, etc., 25% des émissions de gaz à effet de serre, on ne revient pas donc là-dessus. Les défis, on les voit bien. Quel va être l'accompagnement de votre part en direction des agriculteurs et des coopératives pour décarboner ce pan de notre société qu'est l'agriculture? Alors, le premier défi, c'est de savoir quel est l'état des lieux à l'échelle de l'exploitation. Si on veut mettre en place des politiques ambitieuses et avoir un accompagnement ambitieux, évidemment, ça nécessite de faire les diagnostics. C'est ce qu'on a fait notamment sur proposition des JA, des jeunes agriculteurs, en mettant en place dans le plan de relance des lignes de financement pour financer ces diagnostics. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a évidemment, et l'exemple de Dominique Chargé sur les légumineuses le montre bien, il y a évidemment des pratiques culturelles qui concourent à ces réductions. Et je crois que là, c'est le rôle de chacun, de la coopération, des pouvoirs publics et autres, d'accompagner. Le troisième élément, et c'est pour moi un enjeu essentiel, sur lequel j'aimerais vraiment qu'on arrive à avancer, c'est qu'en fait, on y arrivera d'autant plus facilement si on arrive, toujours le même sujet, à créer de la valeur grâce à la captation de carbone. Le sujet, en fait, il peut être pris de deux manières. Soit on dit, comme trop souvent on l'a fait, il faut le faire par la contrainte, ou il faut le faire par l'aide à la subvention, ce qui est une manie française dans tous les secteurs d'activité. Soit moi je pense qu'on peut le faire par un volontarisme collégial de dire c'est une opportunité de créer de la valeur. Et pourquoi c'est une opportunité de créer de la valeur? C'est que il y a quand même, mais là c'est pareil, si on se parle franchement, il y a quand même quelque chose qui est absolument anormal dans tout le dispositif. Le sol, c'est ce qui capte le plus le carbone sur notre planète après la mer. Le sol capte beaucoup plus le carbone que ne le fait la forêt. Et pour autant, on a réussi à créer des dispositifs de compensation carbone qui a permis de créer de la valeur quand il s'agissait de faire des crédits carbone forestiers ou d'agroforesterie. Et on n'a pas fait cela quand il s'agissait de la captation de carbone dans le sol. Je peux vous dire d'ailleurs, si on l'avait fait, je pense très sincèrement que... Pardon ?
Je disais que le sol a toujours été un impensé dans notre société. Et maintenant, heureusement, le sol redevient effectivement à sa juste place. Et pour moi, exactement. Et pour moi, je peux vous dire que le sol, tout part du sol. Et si on avait vu d'ailleurs ce sujet de captation de carbone dans le sol, si on en avait fait un élément de valorisation, peut-être même qu'un certain nombre de débats ces dernières années, y compris celui sur le glyphosate, auraient été différents. Parce qu'on aurait vu qu'il y a des objectifs environnementaux qui viennent se percuter parfois. Et qu'après, c'est une décision démocratique de dire lequel doit être privilégié l'un vis-à-vis de l'autre, ou comment on fait pour avancer sur les deux. Bref. Et donc, en fait, pour moi, le gros sujet qui est devant nous, mais qui est compliqué, hein, parce que là aussi, il faut très certainement inventer un certain nombre de choses, c'est comment on en fait un outil de création de valeur. Dit autrement, comment on crée un dispositif qui permet à l'agriculteur de mettre en place des pratiques culturelles qui captent du carbone, ces pratiques culturelles donnant lieu à des crédits carbone qui sont valorisés ensuite sur les marchés crédits carbone, qu'ils soient obligatoires ou volontaires. Je vous prends un exemple très concret. Dans le projet de loi Convention citoyenne sur le climat, il y a une proposition qui est inscrite aujourd'hui dans le projet de loi qui vise à dire les compagnies aériennes devront compenser en carbone des émissions qu'elles font. Et vous regardez partout, dès qu'on en parle, c'est toujours le même réflexe, c'est est-ce que ces compagnies aériennes vont aller financer, par exemple, l'implantation de forêts? Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'en fait, ces compagnies aériennes puissent venir financer des pratiques culturelles, enfin valoriser et créer de la valeur pour des pratiques culturelles qui sont les nôtres, qui viennent capter du CO2 dans le sol. Encore une fois, mais vous l'avez très bien dit, ça a trop été un impensé, le sol. Le sol, c'est tout part du sol. Bon. Et donc ça, il y a un gros travail à faire avec, d'une part, nous, monde agricole, pour créer cette notification, ces crédits carbone qu'on peut émettre en captant le CO2. Et ça, on a fait une grosse avancée avec le label carbone qu'on vient de finaliser avec différentes méthodologies. C'est une grosse avancée parce que maintenant, ça y est, on a le substrat scientifique et donc économique pour créer cela. Deuxièmement, il faut qu'ensuite il y ait toute la mécanique qui se mette en place. Et troisièmement, il faut qu'à la fin, il y ait la demande, c'est-à-dire le produit financier, qu'il vienne d'instituts de financement ou qu'il vienne d'entreprises, je donnais l'exemple des compagnies aériennes ou autres, qui viennent compenser. Et tout ça, c'est important, je pense, moi, en plus d'avancer vite, parce que vous savez, qui plus est, qu'il y a des réformes au niveau européen sur tous ces sujets carbone. Et je pense que le monde agricole doit être là aussi offensif sur ce sujet et non pas défensif. On doit être force de proposition en faisant de la création de valeur. Mais moi, je fais partie de ceux qui ne sont alors vraiment pas résignés, mais qui sont très lucides sur le fait que là aussi, c'est un tournant qu'on n'a pas su prendre. Et on n'a pas su imposer le sol comme le puits de carbone le plus important sur notre planète. On a laissé la forêt l'emporter sur le sol. C'est pourtant l'ingénieur forestier qui le dit, et vous connaissez mon amour pour la forêt. C'est très bien de capter du CO2 dans la forêt. Je fais d'ailleurs une pub pour la réglementation RE 2020 qui sort ce matin et qui enfin repense l'analyse du cycle de vie de la forêt. C'était mon grand combat quand j'étais ministre du Logement et ça y est, c'est sorti ce matin et je m'en félicite parce qu'au moins on va retrouver l'arbre tel qu'il est dans son cycle de vie en entier et son bienfait. Bon, mais il n'empêche que la forêt a mangé le sol. Bon, il faut que le sol redevienne le puits de carbone et ça soit valorisé ainsi. Voilà, donc construisez avec du bois français, si c'est le cas, ce serait formidable. Mais c'est vrai que, on va dire que, et ne le prenez pas mal, mais c'est vrai qu'en l'espace on va dire de 60 ans, mon grand-père qui effectivement cultivait était agronome. Après, on le transforme en parfait petit chimiste et de nouveau, on redevient effectivement agronome. Donc c'est plutôt assez enthousiasmant. Et effectivement, la clé de résilience, c'est par le sol qui n'est pas qu'un support de plantes, mais vous le savez évidemment beaucoup mieux que moi, les uns les autres. Et puis comme on est à la fois dans le cultural et le culturel, c'est vrai qu'on a du culturel par rapport à l'arbre, parce que les gens ont toujours un affectif par rapport aux arbres, voire aux forêts, et ils n'en ont pas tellement par rapport au sol. Donc voilà, c'est tout ça qui est derrière. Là, le temps passe, on l'a explosé merveilleusement donc les uns et les autres, mais en même temps, c'est passionnant. Dominique, en ce moment, lorsque l'on parle effectivement de transition, alors on a bien compris que pour vous, ça ne voulait pas dire produire moins,
ça veut dire sûrement produire différemment quand même, mais c'est pas forcément produire moins. C'est pas forcément produire moins, parce que je pense qu'il faut être conscient que nous avons besoin de nourrir aussi, évidemment, tous les Français, mais il faudra aussi nourrir la planète. Moi, je pense que la logique dans laquelle nous nous inscrivons, elle va marquer la nécessité de ne pas baisser la productivité. Et elle va marquer la nécessité aussi de répondre au défi démographique, qui est celui d'avoir plus 1,5 milliard d'habitants à l'horizon 2030. Est-ce que c'est votre rôle de nourrir la planète, ou est-ce que c'est votre rôle de nourrir, on va dire, bien sûr la France, on va dire une partie de l'Union européenne, mais on ne vous attend pas forcément là-dessus. Il y a 75%, c'est de l'agriculture vivrière. Donc, alors, il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Je vous ai tout à l'heure dit que le premier défi, c'était celui de reconquérir en souveraineté alimentaire de la production sur laquelle nous avions perdu des parts de marché sur les 20 dernières années. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi la nécessité des équilibres matières au sein des filières. Je vais vous prendre un exemple. Quand vous fabriquez du beurre, vous fabriquez aussi de la poudre de lait. Or, le débouché aujourd'hui majeur pour la poudre de lait, c'est celui justement de ce qu'est la demande de ces pays émergents, que ce soit le Moyen-Orient ou que ce soit la Chine, peut-être demain sans doute même l'Afrique, parce qu'ils ont le besoin de cette matière première aujourd'hui pour finalement nourrir eux leur population, et que ça nous permet à nous d'équilibrer notre matière. Donc je pense qu'il y a ce défi-là. Et puis je pense qu'on ne peut pas ignorer que l'alimentation est un enjeu majeur de stabilité géopolitique internationale. Je pense qu'on en parle souvent. On raisonne aujourd'hui cette situation avec l'état de nos connaissances. Et effectivement, quand on parle de décarbonation des filières, on parle évidemment de tout ce qui est logistique, et ça a été mis en évidence dans les échanges qu'il y a eu. Mais je pense, et j'espère en tout cas, que la connaissance nous permettra à la fois de produire dans les zones peut-être qui ne produisent pas aujourd'hui certaines denrées de matières premières, mais également de pouvoir faire des échanges dans des conditions de décarbonées, de filières, ou en tout cas plus décarbonées. Donc pour nous, c'est important. Notre responsabilité, c'est bien de maintenir nos capacités de production, parce que nous allons aussi perdre en Europe 2 millions d'hectares au rythme de l'emprise foncière par l'urbanisation d'ici 2030. Que nous ne pouvons pas et nous ne devons plus déforester. Je pense qu'il faudrait même plutôt penser à reforester certaines surfaces. Certes, nous allons gagner par le réchauffement climatique sur l'hémisphère nord et que la Sibérie va devenir une terre de production importante, mais à l'horizon 2050, aujourd'hui, on parle de 10 milliards d'habitants sur la Terre. Je pense qu'il faut aussi que nous ayons la conscience de nourrir ces populations et qu'il y a un enjeu de stabilité politique. Alors donc ça c'est sur ce thème. Je reviens juste, Julien de Normandie, après je ne vais pas prendre trop de temps, mais vous l'avez déjà abordé donc tout à l'heure, mais comme il y a encore énormément de questions qui sont arrivées ici sur cette merveilleuse tablette, l'Europe et les distorsions de concurrence. Qu'est-ce que vous pouvez dire donc de nouveau, on va dire, sur ce thème? C'est l'année cruciale, on le sait, d'une nouvelle PAC, le PSN, le règlement climat. Donc comment on peut éviter les distorsions de concurrence? Vous savez que la nature humaine, elle est comme elle est. Donc, si on détourne un petit peu les choses, ça se fait assez facilement. Et donc, pour la conduite des transitions, ça, c'est fondamental. Quelle est un peu votre réponse et surtout, qu'est-ce que vous sentez politiquement derrière ça aujourd'hui? D'abord, il y a la vision politique. Pour moi, la vision politique, c'est plus personne ne peut comprendre que sur des politiques agricoles, l'Europe diverge entre les États membres alors qu'elle devrait converger. Personne ne comprend que on ait des pratiques culturelles qui soient parfois très opposées. Alors, parfois la faute est chez nous, quand ça fait je sais pas, 10 ans, 20 ans que la France surtranspose un certain nombre de directives européennes. Je crois que j'ai pu montrer, confère là aussi la betterave, que je savais affronter ce sujet avec force et volonté. Parfois, le sujet, c'est au niveau européen, et c'est pour ça qu'au niveau européen, je le disais en introduction, mais ce qu'on a fait sur l'éco-régime est essentiel. L'éco-régime, c'est en fait les nouveaux standards additionnels environnementaux. Et en fait, ce qu'on a obtenu, c'est que les éco-régimes soient obligatoires pour tous les États membres, alors même que certains États membres souhaitaient avoir des dérogations pour ces éco-régimes. Et on s'est battu avec d'autres États membres pour dire l'objectif, c'est que l'éco-régime soit obligatoire et que les dérogations, elles soient extrêmement limitées. On a obtenu la chose. Maintenant, c'est de discuter au niveau du trilogue. Je sais que nos amis parlementaires sont sur la même vision.
Et donc, il faut que la sortie du trilogue, ce soit vraiment cet éco-régime absolument obligatoire pour tout le monde, parce que c'est la première fois qu'on arrête la dynamique de divergence, mais qu'au contraire, on fait la convergence. Convergence au sens des standards européens. Et puis, le troisième volet, c'est que l'autre bienfait de cette mise d'accord sur ces standards au type de l'éco-régime, c'est de dire, maintenant que la sphère agricole européenne s'est accordée sur des standards, eh bien, il faut que la sphère, cette fois-ci, commerciale européenne, s'accorde et s'aligne sur ces standards. Concrètement, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus concevable, à mes yeux, qu'on puisse négocier des importations qui ne respectent pas ces standards. Mais ces standards en termes de pratiques culturelles, pas que d'impact ici ou là, de pratiques culturelles. Pour ça que la position sur le Mercosur, elle est très claire. Très, très clair. Le Mercosur, aujourd'hui, quand vous importez qui du soja, mais même du poulet, c'est lié derrière à de la déforestation, à de la biodiversité dégradée, à des pratiques qu'on n'accepte pas dans notre pays. Et alors après, il y a un autre point, mais qui est encore plus compliqué, parce que ça ne dépend pas que des... Alors, ça ne dépend pas des lois nationales, ça ne dépend pas que du niveau européen, ça dépend aussi du niveau de l'OMC, c'est que de manière générale, les protections au niveau européen sont des protections qui sont analysées au regard de l'impact sur le consommateur européen ou sur le territoire européen. Et c'est cette hypocrisie que j'indiquais tout à l'heure, parce que évidemment que l'environnement n'a pas de frontières. Et donc évidemment que l'impact au niveau de la planète n'a pas de frontières. Et donc, évidemment qu'il faut revoir cela, bouger ces lignes-là pour se dire, si la pratique culturelle qui est la vôtre dans votre pays, ça nous regarde aussi. Or, aujourd'hui, le système international de l'OMC ne nous permet pas. Enfin, nous permet que quand on arrive, bref, c'est compliqué. Et donc ça, il faut faire bouger ces lignes-là, parce que ces lignes-là, à mes yeux, elles sont essentielles. Bref, en résumé, au niveau national, le sujet, ça doit être la souveraineté. Le mal français de la surtransposition doit s'arrêter, mais je pense qu'on a pu montrer que ce gouvernement en avait pleinement conscience. 2, au niveau européen, il faut faire la convergence. Oui, il y a des standards, mais des standards partagés par tous. Et 3, au niveau international, mais ça va être un combat ça va être une vraie croisade de longue haleine. Il faut absolument qu'on arrive à faire bouger ces lignes. Et c'est ce dernier sujet que moi je veux mettre en haut des sujets de la présidence française de l'Union européenne, parce que je pense que c'est le moment de commencer à faire bouger ces lignes. Merci à vous, Julien de Normandie. Donc, on a bien compris que tout ceci était quand même un sport de combat. On vous remercie vraiment beaucoup d'être intervenu dans cette manifestation, dans ce congrès. Voilà, oui, c'est quand même un congrès, même si on n'est pas très nombreux ici. On sait que vous êtes, vous, très nombreux. Un petit mot de la fin aussi, donc Dominique Chargé. Le petit mot de la fin, c'est pour dire que nous avons réfléchi au niveau de la coopération agricole à la façon dont nous pouvions afficher aujourd'hui des initiatives et peut-être une ambition sur ce sujet du climat et de la décarbonation. Et nous avons défini une ambition qui est celle justement d'être zéro émission nette en 2035, donc en bilan neutre, entre ce que sont la diminution de nos émissions aujourd'hui, et on l'a vu par rapport aux engagements qui ont été pris, et les capacités de captation. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit le ministre tout à l'heure sur le sujet de la mesure de la captation. On a vraiment besoin d'outils efficaces, fiables et qui nous permettent de bien répondre à ces enjeux de captation. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a des divergences, des différences en tout cas, entre ce que sont les émissions, ce que sont les captations évaluées et ce que sont les résidus de CO2. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a un levier de la captation qui n'est pas complètement abouti et sur lequel on a besoin de progresser pour avoir les vraies valeurs de captation. Et quand je donne cette ambition au niveau de la coopération agricole, j'y inclus évidemment la section forêt, sylviculture, dont le ministre a parlé et qui lui est chère, et qui vient évidemment, là aussi, faire de la compensation en captation. Donc on a un enjeu fort, parce que la coopération agricole... 31% du territoire, la forêt, quand même, aujourd'hui. Absolument. Et l'ensemble n'est pas coopératif, et j'inclus, en tout cas, ce qui est coopératif à l'intérieur de l'affichage de notre ambition. Donc on représente 70% de la production, 40% de l'agroalimentaire, avec tout ce qui a été dit sur l'ensemble de la chaîne alimentaire. Donc on a évidemment un défi fort.
Et on va vous donner rendez-vous maintenant pour le Salon d'agriculture 2022 dont je suis sûr qu'il se tiendra parce que nous aurons réglé les problèmes face auxquels nous sommes aujourd'hui en matière de situation sanitaire. Voilà, je suis très optimiste. Et on vous donnera donc rendez-vous pour une trajectoire, une feuille de route sur cette ambition qui veut s'inscrire donc sur une ambition zéro émission nette en 2035. Voilà, je trouve que c'était d'abord une matinée très réussie. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la mettre en œuvre au niveau des différentes équipes de la coopération agricole et des équipes qui nous ont accompagnés. Merci encore une fois à vous, Denis. Merci à l'ensemble des intervenants. Merci, Monsieur le Ministre. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain congrès qui désormais sera en décembre 2021. Merci à vous, Dominique Chargé. Donc, merci à tous. Pardon pour les frustrations, hein, parce qu'effectivement, vous avez beaucoup de questions. Je ne vais pas les reprendre, mais qui sont arrivées, qui recoupent celles à la fois de Julien de Normandie, les vôtres de Dominique Chargé. Donc, voilà, c'est évidemment plus global. Après, il y a des questions de détail que vous posez, et absolument à juste titre. Nourrissez-nous bien et nourrissez-vous bien. Voilà. Il y avait une question sur la souveraineté aussi, donc alimentaire. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté exactement alimentaire ? On a le temps effectivement d'en reparler plusieurs fois. On vous souhaite une excellente journée. Merci de nous avoir suivis.